Pour en parler, le président de la Polynésie française, Moïse Broderson, est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le Yorana. président. Alors, on l'a vu dans le sujet, Air Tahiti demande l'aide du pays pour pouvoir continuer de desservir Maupiti. Votre ministre a dit qu'il faut vérifier les pertes chiffrées. Alors, mise en place d'une aide financière aux travaux colossaux, vous êtes en charge du tourisme. Comment améliorer les choses? Écoutez, d'abord, c'est un problème qui se pose depuis finalement que la piste de Maupiti est ouverte et que nous la desservons avec des ATR 42. Ça a été très bien résumé dans votre sujet, hein. Les options, elles ne sont pas nombreuses. Soit il faut rallonger la piste, c'est plusieurs milliards et c'est un impact sur l'environnement. Le lagon magnifique de Maupiti qu'il ne faut pas négliger. Ou alors donc d'intégrer cette ligne dans l'ensemble des lignes qui sont sur la DSP, parce qu'aujourd'hui elle est dans la partie concurrentielle. Ce sont les deux options qui sont à l'étude en ce moment. Président, un projet de refonte des aides prénatales de maternité et familiale est passé cette semaine dans les mains du CESEC. Le CESEC qui considère que les familles monoparentales sont lésées et lui propose donc de cibler les aides selon les configurations familiales. Est-ce que c'est envisageable selon vous? Tout est envisageable, tout est étudiable. Après le CESEC, ça passera à l'Assemblée, donc il y aura encore des discussions. Maintenant, je veux rappeler, contrairement à certains articles complètement hallucinants que j'ai pu lire chez vos confrères de la colline d'en face, que la plupart des ménages en fait vont voir leur situation soit demeurer identique, soit s'améliorer. Donc pour 80, je crois 83, 84% des ménages, cette réforme se traduit soit par un maintien de la situation actuelle, soit par une amélioration. Donc il ne faut pas non plus crier au loup. On va revenir également sur cette annonce en début de semaine, un plan de décentralisation qui consiste à déconcentrer donc l'activité de Papeete vers la presqu'île notamment, un projet sur 12 ans. Entre-temps, deux élections territoriales seront tenues. Est-ce que donc c'est vraiment faisable? Bah, tout est faisable, vous savez, le nombre de programmes qui s'étendent au-delà d'un mandat, c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté. On ne peut pas envisager de déménager 1500 à terme agents de l'administration, de construire 3 centres administratifs en moins de temps que cela. Et comment comptez-vous obliger les fonctionnaires à changer de lieu de travail, à aller travailler à la presqu'île, alors que pour certains, ils habitent en zone urbaine? Alors ce travail a été fait de manière très sérieuse par Jean Dichan, qui n'est pas quelqu'un qui mène ses dossiers à la légère. C'est parti d'abord d'une consultation des chefs de service, d'une consultation des ministres, et par une enquête qui a été menée auprès de nos fonctionnaires, une enquête très détaillée dans laquelle on leur demandait à la fois où ils habitent aujourd'hui, s'ils ont des terrains ailleurs que dans la zone où ils habitent, où sont scolarisés leurs enfants. Tout ça a été étudié de manière très fine. Maintenant, il ne s'agit pas d'obliger qui que ce soit. Il s'agit, dans un premier temps, de faire ça sur la base du volontariat. Je vous donne un exemple. Si vous habitez Travor et que tous les matins vous vous levez à 3h30 pour venir travailler à Papeete et que demain je vous propose de travailler à Travor, à mon avis, vous me dites oui. Chez nos confrères de Radio 1, TRI Alpha salue la vision portée de ce projet, mais il soutient l'idée d'un nouvel hôpital face à l'augmentation de la population. Vous parlez d'une clinique, pourquoi ce choix? Parce que c'est très simple, un nouvel hôpital, c'est 40 milliards. Nous n'avons pas 40 milliards à consacrer à un nouvel hôpital dans le sud, alors qu'une solution mixte avec donc, une amélioration des infrastructures publiques existantes, complétée par une clinique, offre le même niveau de service, sinon un niveau de service meilleur, avec la possibilité d'avoir de vraies urgences à travers notamment, avec zéro investissement public. Ok, autre sujet à présent, on sait que vous et vos ministres êtes en séminaire en ce moment sans portable à huis clos depuis hier. Pour parler donc d'action gouvernementale, vous pouvez nous en dire plus à propos de ce séminaire? Oui, c'est un séminaire à 4 mois finalement de la mi-mandature, hein, puisque en novembre on sera à la mi-mandature. Donc il nous a semblé important de faire un bilan déjà de ce qui a été mis en œuvre, de toutes les mesures qui ont été prises, d'en évaluer peut-être les faiblesses ou les éléments qui peuvent être corrigés, pour être améliorés, et puis de se projeter. De se projeter, je pense que c'est le moment de se demander s'il n'y a pas de nouvelles priorités au global, qui sont transverses, qui doivent être partagées par l'ensemble des ministères, qu'il faut inscrire sur notre horizon politique. Et justement, vous venez de procéder à un nouveau remaniement cette semaine, le quatrième en 2 ans. Est-ce que cette fois c'est la bonne Dream Team si l'on reprend vos mots? Alors écoutez, si vous regardez le nombre de nouveaux ministres, il n'y en a eu que deux, finalement. Si on compte Warren, ça fait trois, puisque il était déjà dans l'équipe donc du précédent ministre, tout comme Kainou était déjà dans l'équipe de la précédente ministre. C'est la vie politique qui veut ça, c'est aussi la vie des gens. Sur les ministres qui sont partis du gouvernement, il y en a certains que j'ai mis de côté,
Ce n'est pas le cas pour Narima Temari qui a fait ce choix. Donc si on revient sur les propos de Narima Temari, elle a renoncé à ses fonctions parce qu'elle est mère de famille. Mais est-ce que cela veut dire qu'il est difficile d'assumer des responsabilités lorsqu'on est une femme? C'est c'est un état de fait que je déplore, que j'ai déjà déploré au moment où j'ai constitué mon premier gouvernement, puisque mon objectif c'était d'arriver à la parité. Et malheureusement, nombre des femmes, pourtant talentueuses, pourtant intelligentes, que j'ai contactées ont décliné en m'expliquant que eh bien, la société telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne, enfin, ne favorise pas l'engagement politique d'une femme. L'actualité, c'est aussi le fléau des drogues. La lutte contre l'AIDS est l'un de vos chevaux de bataille. Oui. Mais on constate aussi de plus en plus de cocaïne au Fénois. Une étude vient de révéler que l'expérimentation de la cocaïne en Polynésie est 2 fois supérieure à l'Hexagone. Que peut faire le pays sinon de la prévention? Il y a cette répartition des compétences qu'il faut respecter. Hein. Tout ce qui est d'ordre régalien, la sécurité, la police, la gendarmerie, ce n'est pas nous. Donc ce n'est pas nous qui poursuivons les dealers, ce n'est pas nous qui les mettons en prison. L'État a son rôle à jouer. J'estime aujourd'hui, et je le dis publiquement, que je ne pense pas que l'État fasse suffisamment en la matière. Et c'est loin s'en faut. Donc nous avons inscrit au précédent budget primitif 250 millions que nous allons utiliser sur cette année. S'il faut déborder sur les compétences de l'État, on le fera, mais en soulignant que l'État est défaillant. On va partir sur un sujet où il y a eu beaucoup de débats. Le gouvernement a pris un arrêté le 23 juillet pour bloquer l'importation du matériel Starlink, alors que c'est très abordable, très efficace et que ça mettrait un terme à l'isolement numérique dans les îles, justement. Est-ce qu'il s'agit juste de protéger les opérateurs locaux, selon vous, qui ne peuvent pas rivaliser? Alors c'est aussi très illégal d'utiliser Starlink, donc on ne peut pas décemment laisser entrer ce type de matériel pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'on est opposé à ces solutions de satellites basse orbite. Simplement, nous l'avons dit depuis le début, Starlink n'est pas la seule option, et elle n'est surtout pas l'option, je dirais, que nous privilégions parce qu'elle est destructrice pour l'économie locale. Et je ne parle pas simplement de l'opérateur historique, qu'on connaît tous, je parle de tous nos opérateurs. Vous avez aujourd'hui près de 3000 familles qui travaillent dans l'ensemble des opérateurs, que ce soit ceux du privé complètement ou ceux qui sont liés à l'OPT. Si demain, nous laissons entrer Starlink sur l'intégralité du territoire, qu'on soit clair, c'est la disparition de l'ensemble de nos opérateurs. Et un mot peut-être sur la Nouvelle-Calédonie. L'accord qualifié d'historique sur l'avenir du Caillou est au bord du naufrage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je l'ai dit depuis le début, sur l'analyse de ce projet d'accord pour la Calédonie, c'est un débat calédonien. C'est aux Calédoniens de se proposer, de se prononcer, pardon, et c'est ce qu'ils font en ce moment avec des avis très tranchés hein, sur la question. Ce n'est pas à nous d'aller expliquer aux Calédoniens si cet accord est bon pour eux ou pas. En revanche, ce que j'ai fait dès que ce projet a été diffusé, je l'ai lu avec mes juristes pour voir s'il y avait des parties qui pouvaient être intéressantes pour nous. Ça, oui, ça c'est mon rôle. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Maururu. Maruru.